Je suis le docteur Isiaka Traoré de la faculté des sciences et techniques de l'Université des sciences, des techniques et technologies de Bamako. Donc, je vais vous présenter les différentes applications de la spectroscopie dans l'analyse du sol, de l'eau et des médicaments faites par notre laboratoire. Donc, ce sont ces différents points que je vais aborder. En fait, notre laboratoire s'appelle, c'est le laboratoire, c'est le LOSA, le laboratoire d'optique, de spectroscopie et des sciences de l'atmosphère. Donc, nous n'avons pas fait l'état des lieux de l'application des techniques spectroscopiques au Mali, mais ayant travaillé avec certains laboratoires, nous savons que, par exemple, le laboratoire national de santé du Mali dispose du matériel nécessaire pour faire, par exemple, le contrôle qualité médicaments. Ils ont des spectrofluoromètres, des appareils comme le FTIR, et d'autres structures de recherche aussi disposent de différents instruments pour faire la spectroscopie. Mais nous, ici, je suis là au nom de l'Académie pour présenter les résultats obtenus ou les résultats en cours de notre laboratoire. Bon, il faut dire que comme l'une de nos missions, c'est d'appliquer les méthodes spectroscopiques pour répondre à certaines questions, à des problématiques liées à la pollution de l'eau ou bien à la qualité des médicaments qui se trouvent sur le marché. Utiliser ces méthodes-là pour, comme je l'ai dit, faire le contrôle qualité des médicaments, pour la qualité, la fertilité des sols et pour évaluer quelques polluants de l'eau. Donc, ce sont ces résultats que je vais présenter. Donc, dans un premier temps, nous, on fait l'acquisition des spectres. Une fois que les spectres sont acquis, on fait un pré-traitement de ces spectres, notamment on les filtre, et nous appliquons des techniques multivariées. Et enfin, nous établissons un modèle et nous essayons de valider ces modèles. Alors, dans la première présentation, enfin le premier travail que je vais présenter, c'est que nous essayons d'évaluer la concentration de certains polluants comme la demande chimique en oxygène, la demande biochimique en oxygène et un composant qui est l'ion fer 2 dans l'eau. Bon, il y a beaucoup d'éléments, mais pour un premier travail, c'est ce que nous avons fait. Cette étude est en cours puisque une étudiante est en thèse, est en train de travailler sur ça pour évaluer beaucoup plus de polluants et pour montrer aussi les limites de cette méthode et enfin d'appliquer d'autres méthodes si possible. Donc, voici le schéma. Nous utilisons un spectromètre US 2000 et les méthodes d'analyse multivariée, c'est la régression en composite sur les composantes principales et la régression des moindres carrés. Bon, sur un échantillon de 45, donc 35 sont utilisés pour établir le modèle et 10 pour la validation. Donc, les polluants dont j'ai cité, c'est-à-dire la DCO, DBO et l'ion fer 2, sont déjà étalonnés chimiquement. Ça veut dire que chimiquement, on détermine la concentration de ces polluants. Et sachant qu'il y a une relation entre les concentrations et l'absorbance par la loi de Beer-Lambert, donc nous essayons d'utiliser des méthodes statistiques pour établir les paramètres, les coefficients liant l'absorbance et la concentration. Et donc, nous allons utiliser des coefficients de détermination et le biais, et par exemple aussi la moyenne quadratique, pour essayer d'évaluer la qualité de nos travaux. Donc, voici les résultats que nous avons obtenus. Donc, ici, comme vous pouvez le constater, pour la méthode PSL, nous avons de bons coefficients de détermination, ainsi que pour la méthode PCR. Et nous avons, pour la validation, sauf pour l'ion fer 2, nous avons obtenu de bons résultats. Nous avons de bons résultats dans les deux cas. Donc, nous pouvons affirmer que les méthodes statistiques utilisées nous donnent de bons résultats.
Et on peut dire que les méthodes spectroscopiques ici est un moyen fiable d'estimation utilisé avec le PSL et le PCR pour déterminer quelques polluants de l'eau. Alors, nous allons déterminer, donc le travail qui est en cours, c'est d'augmenter le nombre d'échantillons, parce que là, nous avons utilisé que 45 échantillons, et c'est aussi de multiplier le nombre de polluants organiques. Et comme nous utilisons la spectroscopie UV visible, nous savons qu'elle est limitée, cette méthode est limitée par rapport à la détermination de certains polluants organiques. Donc l'étude consiste justement à montrer les limites de cette méthode-là. Et le deuxième travail que je vais présenter, c'est d'évaluer la teneur en carbone organique, phosphore et le potassium échangeable de quelques échantillons de sol. Donc c'est les mêmes techniques que nous allons utiliser sur 877 échantillons. Donc on va utiliser 587 pour le modèle et 290 échantillons pour la validation. Donc en appliquant les mêmes méthodes que celles développées précédemment, donc nous arrivons à des coefficients de détermination intéressantes quant à l'étalonnage. Par contre, nous avons pour la validation du modèle des coefficients faibles. Voilà, nous avons des faibles coefficients de détermination. Et donc, cette méthode spectroscopique et statistique, nous ne sommes pas très satisfaits de l'application de cette méthode pour la détermination de certains éléments qui peuvent jouer sur la fertilité des sols. Et nous pensons que ça peut être dû notamment à la faiblesse de la réponse due à la bande spectrale utilisée et aussi au large échantillonnage, parce que l'échantillonnage a été fait sur une surface très très large et d'après certains articles, ça peut jouer sur les résultats. Donc cette technique a été abandonnée au vu des conclusions de ce travail. Donc pour les échantillons de sol, pour la fertilité, notre laboratoire a décidé d'abandonner cette technique, sauf si avec le temps on arrive à se procurer des spectromètres pouvant aller jusqu'à 25 000 nanomètres. C'est là qu'on peut observer les vibrations intéressantes des molécules. Enfin, nous sommes dans le contrôle qualité médicaments. En fait, puisque on sait que 30% des médicaments sur le marché sont des médicaments contrefaits et ça pose des problèmes de santé publique, donc notre laboratoire a décidé d'apporter notre contribution en mettant en place un dispositif simple qui permet peut-être en 5-10 minutes de vérifier la qualité du médicament par rapport aux principes actifs. Donc, on a commencé par faire la spectro UV. C'était lourd parce qu'il fallait des solvants qui étaient difficiles à mettre en place. Et par rapport à nos objectifs, nous avons abandonné ça et nous sommes passés à la spectroscopie proche infrarouge. Donc, nous avons étudié 4 types de médicaments. Dans un premier temps, on a fait la reproductibilité. C'est une étude en cours, en thèse, parce que là, les specs n'ont pas été pré-traités parce qu'il faut les normaliser, ensuite corriger la ligne de base pour permettre une meilleure comparaison. Mais déjà, on a pu montrer que par cette technique, on peut reproduire les spectres. On a montré aussi que, à travers la figure là, que ces différents médicaments n'ont pas la même signature spectrale. Donc, qualitativement, on peut les discriminer. Donc, et le résultat qu'on a pu obtenir aussi, ce que vous pouvez voir là, c'est que quand vous prenez un médicament périmé ou un médicament non périmé, vous ne pouvez pas qualitativement faire la différence parce qu'ils contiennent le même principe actif. Donc, il faut une étude quantitative pour pouvoir les discriminer. Donc, ça, c'est les résultats préliminaires qu'on a obtenus. Et enfin,
Donc, je me perds. Alors, donc, voici les conclusions. C'est que les spectres des médicaments sont reproductibles et peuvent être identifiés qualitativement par leur signature spectrale, et des médicaments non conformes ou conformes en fonction des pharmacopées dont nous disposons, par exemple Clark, la pharmacopée britannique. Donc, on ne peut pas discriminer deux médicaments non conformes ou conformes. Ou si je puisse m'exprimer, expiré ou non expiré, ou bien contrefait ou non contrefait, du moment où ces médicaments disposent d'un principe actif. Alors, donc, bon, puisque nous ne voulons pas rester dans la théorie, pour nos étudiants, nous avons essayé de nous-mêmes de mettre au point des spectromètres pour pouvoir faire des TP et pourquoi pas les adapter à notre réalité. Bon, donc voici le principe le dispositif d'un spectromètre simple où nous avons la source de lumière et puis vous avez la source de lumière dont le schéma est là, vous avez le détecteur dont le schéma est là et monté sur une carte Arduino. Donc on peut, à travers des LED RGB, bon, dans un premier temps, pour un premier test, jouer sur la lumière bleue, voir étalonner du permanganate de potassium, par exemple, avec la lumière bleue seulement, rouge, et ensuite verte. Et ensuite, combiner les différentes lumières, les différentes LED pour avoir un spectre visible. Bon, donc, ces résultats étaient concluants. On a pu faire cet exercice-là. Et finalement, bon, voici ce qu'on a pu obtenir comme étalonnage avec différentes concentrations. Là, c'est pour les LED. C'est pour la lumière monochromatique. Et là, lorsqu'on a essayé de combiner les différentes LED. Donc, pour conclure, je dirais que les méthodes spectroscopiques offrent des perspectives intéressantes. Dans notre cas, nous avons utilisé, avec nos moyens de bord, des méthodes spectroscopiques avec des méthodes statistiques pour évaluer la qualité de l'eau, la qualité de certains médicaments. Il reste des études à faire pour quantifier le principe actif des médicaments grâce à aux méthodes PSL et PCR, et peut-être avec d'autres méthodes. Ça dépend de l'évolution du travail. Et donc, les résultats plus ou moins intéressants obtenus nous exhortent à améliorer nos méthodes et à explorer la réponse de spectromètres couvrant un large domaine de longueur d'onde. Donc, voici ce que j'avais à présenter et merci pour votre attention.